Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais cette intro très rapidement avant le début de la vidéo pour vous prévenir de 2-3 petites choses. Il s'agit de ma première collab avec Nina sur ma chaîne, on en a plusieurs de prévues, que ce soit sur sa chaîne ou la mienne du coup. Donc ça explique pourquoi il y a eu un peu moins de vidéos ces derniers jours. Vous inquiétez pas, on vous prépare du lourd et ça demande du temps et de l'organisation. Je vais sûrement avoir beaucoup de commentaires comme quoi je force avec Nina. Vous inquiétez pas, je vais pas vous parler d'elle à chaque vidéo. Le truc c'est qu'à mes yeux, elle est ce qui manquait à la communauté des théories One Piece. J'ai conscience d'une grande majorité des théories qu'elle va vous proposer à l'avenir et c'est juste dingue, c'est du jamais vu en France ou même du côté des Anglais. Je peux vous l'assurer. Traitez-moi de suceur ou de canard autant que vous le voulez. Je vous aurais dit exactement la même chose si ça avait été un mec et pourtant je suis tout ce qu'il y a de plus hétéro. Bref, je n'ai pas à me justifier. Au contraire, je trouve que vous proposez une telle qualité de théorie est quelque chose de totalement bénéfique pour vous. Et je suis bien content de vous faire découvrir justement cette personne. D'ailleurs, elle est à l'origine d'au moins 95% de l'écriture de cette théorie. Donc si vous devez féliciter quelqu'un, c'est bien elle. Je vous laisse le lien de sa superbe chaîne en description où l'une de nos collabs est d'ailleurs déjà dispo. Justement, parlons rapidement de la théorie. Celle que vous allez découvrir dans cette vidéo tient d'une certaine complexité plus que je ne vous le propose d'habitude. Elle sera suivie par une autre théorie complémentaire qui viendra dans la semaine ou la semaine prochaine et qui expliquera comment Luffy deviendra l'empereur de Wano. Donc je me suis explosé à faire mon meilleur montage pour cette vidéo afin que vous compreniez bien l'histoire de Wano, du Japon et de toute la théorie qui en découle. On espère du fond du cœur que ça vous plaira les bros et que vous prendrez du plaisir à la regarder. On vous souhaite une très bonne vidéo, peace. Précédemment, dans les théories One Piece, nous avions étudié en détail qui pourrait être Orochi, la corrélation avec la lune, les vampires et donc le lien étroit qu'il pouvait avoir avec Mihawk. Désormais, attardons-nous à l'histoire de l'époque Edo comme débuté dans la partie 2 de Nina, pour comprendre et appuyer le fait que Mihawk serait véritablement le frère d'Orochi. Dans la théorie précédente de Nina, elle vous expliquait la hiérarchie ainsi que les protagonistes principaux qui ont entraîné la période Edo et l'arrivée du shogun au pouvoir, etc. On va donc débuter par un petit résumé rapide. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à le faire pour parfaitement comprendre ce qui va suivre. La bataille de Sekigahara, c'est-à-dire la bataille qui est à l'origine de l'époque Edo, opposait donc deux personnages. D'un côté Mitsunari Ishida, qui a été trahi, et de l'autre Ieyasu Tokugawa, le shogun ayant créé la période Edo à la suite de sa victoire, ainsi que la dénomination shogun. La famille Tokugawa est donc la famille à laquelle nous allons nous intéresser dans cette théorie, puisque celle-ci est à l'origine du Sakoku, littéralement fermeture du pays. Et le shogun ayant créé cela se nomme Tokugawa Iemitsu, troisième shogun et petit-fils de Ieyasu Tokugawa. Le début de l'isolement du Japon, la rébellion de Shimabara. Dans ma théorie précédente, je vous parlais d'une scène importante de l'époque Edo, celle sur la révolte du peuple. Cette scène est très importante pour One Piece, car il est possible qu'Oda s'en inspire pour montrer les conditions du pays de Wano, et expliquer pourquoi le pays a été coupé du monde. Par conséquent, l'histoire qui va suivre pourrait parfaitement être en parallèle à l'histoire de One Piece et à l'époque d'Oden. À l'époque Edo, les fermiers très pauvres étaient taxés, impôts en riz, et souffraient de famine car ils ne pouvaient manger le riz qu'ils fabriquaient, taxe prise par le daimyo. Dans la presqu'île de Shimabara, une grande sécheresse frappa l'île, ce qui causa des récoltes catastrophiques. Ceci pourrait être comparable à Alabasta et à la Dance Powder. Ces récoltes étaient très importantes, car c'était grâce à cela que les paysans pouvaient payer l'impôt au shogun. Ce jour-là, un paysan n'a pas pu payer cet impôt. Pour le punir, le daimyo a enlevé et torturé la fille du paysan. Ce paysan s'est alors révolté, a tué le daimyo et a appelé une révolte accompagnée par les religieux jésuites qui étaient exclus et persécutés par le shogun, des ronins et plusieurs chefs de village. Ce sont 37 000 personnes qui se réunissent dans la forteresse désaffectée de Hara. Les insurgés parviennent à repousser quelques attaques, mais seront finalement massacrés. C'est ainsi que le shogun fit devenir le Japon isolationniste, en interdisant les Japonais de sortir du pays et aux étrangers d'y entrer. Il fit détruire tous les navires et aucun bateau ne devait y entrer à l'exception des Néerlandais, mais sous beaucoup de règles. Pourquoi cette scène est des plus intéressantes ? Tout d'abord, on peut noter bien évidemment le lien de la sécheresse à celle du pouvoir de Jack. Et la forteresse rappelle étrangement le fameux château d'Oden que nous allons développer juste après. Mais pas seulement. Lors de cette bataille, deux clans étaient donc opposés. D'un côté, le shogun Iemitsu, et de l'autre, un homme nommé Amakusa Shiro. Et le personnage Amakusa Shiro est l'une des clés qui pourrait nous faire comprendre l'histoire de Wano. Amakusa Shiro, fils de parents catholiques, est le fils de Masuda Jinbe, ancien membre du clan Konichi. Oui, Jinbe, vous avez bien entendu. Shiro est élevé par les meneurs de la rébellion Shimabara en tant que quatrième enfant du ciel, ou l'enfant céleste, prédit par saint François Xavier, comme étant destiné à mener l'évangélisation du Japon, et lui attribue des pouvoirs miraculeux. Le shogun Iemitsu Tokugawa voit d'un très mauvais œil la montée du christianisme et fait expulser les missionnaires
mercenaires jésuites, puis attaque les rebelles chrétiens de Shimabara, retranchés dans le château de Hara. C'est dans ce château que furent assiégés les paysans révoltés durant la rébellion de Shimabara et prit feu sous les bombardements. Chihiro mène la défense du château et meurt lorsque celui-ci est pris le 12 avril 1638. Sa tête est exposée sur une pique à Nagasaki pendant une longue période comme avertissement pour d'éventuels autres rebelles chrétiens. Cette partie est très intéressante lorsque l'on sait que la fermeture de Wano a créé l'opposition entre Oden du clan Kuzuki opposé à Orochi. Mais également on retrouve un certain château nommé le château de Hara qui fut détruit dans un incendie où s'étaient réfugiés les rebelles. Ce qui rappelle étrangement le fameux château en ruine d'Oden qui a pris feu comme le montrent les souvenirs de Momonosuke ou encore les dires de Kyoichiro présents dans le dernier chapitre 919 de One Piece. D'ailleurs, on peut noter étrangement la terminaison de son nom, rappelant donc le nom Shiro. Mais surtout, Chihiro est décrit comme étant le 4e enfant du ciel, rappelant ainsi l'image du sauveur qu'aurait pu incarner Oden. Mais en réalité, cette image pourrait se référer à Luffy. Gardez simplement cela en tête, cela sera totalement en lien avec la théorie des nerfs partie 5 que je publierai dans les prochaines semaines. Mais dans cette guerre, un élément était très important. Tout comme lors de la guerre du premier shogun, le clan adverse a été trahi par un de leurs clans. Souvenez-vous, pendant la première guerre opposant le premier shogun Tokugawa Ieyasu contre Ishida, eh bien l'histoire ici se répète et une nouvelle fois, le shogun actuel a été aidé par un traître infiltré dans le clan de Chihiro. Et ce personnage se nomme Yamada Emozaku, un chrétien japonais et une figure marquante de la rébellion de Shimabara. Pourquoi est-il si intéressant ? Tout simplement car en étant membre du groupe rebelle chrétien, il travailla comme informateur pour le shogunat Tokugawa, trahissant ses camarades rebelles. Mais surtout, ce personnage est également connu comme peintre, formé par des missionnaires européens. Lorsque la rébellion a éclaté, il aurait caché des pigments et d'autres matériaux de peinture, ainsi qu'un certain nombre de peintures incomplètes ou achevées dans un endroit sûr dans les montagnes. Et étrangement, Oda a justement dessiné un personnage peintre du côté du clan Kuzuki, et son nom est Kanjuro. Il se pourrait donc qu'en réalité, Kanjuro soit un infiltré du shogun Orochi et ait trahi Oden. Désormais, intéressons-nous à celui qui est opposé à Shiro, c'est-à-dire le shogun Iemitsu. Car si Oda suit véritablement le déroulement de cette histoire, cela pourrait en réalité signifier que le shogun actuel Orochi serait incarné par Iemitsu dans la véritable époque Edo. Explication. La mort du shogun Tokugawa Ieyasu, le premier shogun à avoir créé l'époque Edo, marque un important changement dans la vie du Japon. Cette partie que nous allons aborder de l'époque Edo pourrait parfaitement correspondre à ce que vit actuellement Wano. Ieyasu a réussi à soumettre l'ensemble à son autorité. Avant sa mort, il a prévenu ses descendants qu'il fallait gouverner pour le bien du pays et non selon ses désirs propres. Le petit-fils de Ieyasu, nommé Tokugawa Iemitsu, va devenir le troisième shogun du Japon. Tout le monde le redoutait et le décrivait comme mégalo, allant même jusqu'à demander à son frère de se suicider. Il vouait une véritable admiration sans faille à son grand-père, Tokugawa Ieyasu, et utilisa tous les moyens pour conserver le pays sous l'autorité des Tokugawa. Très sévère, il aura une autorité impitoyable. Il convoqua tous les daimyo au palais et leur donna un ultimatum en faisant faire ce qu'on nomme la résidence alternée. Passer la moitié du temps à Edo et l'autre dans leur fief. En faisant cela, il maintenait les daimyo dans une dépendance financière et Edo devint une ville de samouraïs. Il y avait 5 routes à Edo pour faciliter les déplacements. Ironiquement, on appelle les anciennes routes du Japon Kaido, dont les plus connues sont les 5 routes d'Edo qui, je vous le rappelle, est l'ancien nom de Tokyo. Ce qui est intéressant ici est que Oda pourrait nous montrer l'autorité du shogun sur le peuple de Wano et des daimyo, mais surtout nous pourrions voir que le shogun trônant à Wano actuellement pourrait être lié à l'histoire de Mihawk. Et explication. Souvenez-vous du lien établi entre le shogun et Mihawk dans la théorie précédente partie 2 et 3 sur ma chaîne. Si nous partons de ce principe, nous pourrions comprendre que le frère du shogun qu'il souhaite mort pourrait être Mihawk. Et c'est ici que tout devient intéressant. Le frère du shogun Iemitsu se nommait Tokugawa Tadanaga. Il a été le seul daimyo à s'opposer à son frère cadet, Iemitsu, qui eut la préférence de son père. Mais sa mère l'a soutenu pour devenir le troisième shogun Tokugawa. Cette lutte qu'il perdra le mènera en détention, puis l'assignera à résidence avant qu'il ne se fasse seppuku. Officiellement, Tadanaga fut condamné à mort pour dépravation indigne d'un suzerain, et si pas mal de légendes urbaines circulent autour de lui et furent reprises dans la fiction à l'époque, leur degré d'authenticité est encore inconnu, puisqu'il pourrait s'agir de propagande noire de la part de son frère, destinée à détruire sa réputation et donc justifier sa condamnation. Ici, nous pourrions imaginer la raison pour laquelle Mihawk est en opposition au shogun Orochi, et pourrait justifier qu'ils soient frères. Car souvenez-vous du système linéaire qu'utilise Oda. En général, le boss a toujours un lien direct avec le personnage qui souhaite le combattre et dont Luffy combattra à sa place. Exemple, Law versus Doflamingo, dû au lien créé avec Corazon, Nami versus Arlong, dû au lien créé avec Belle-Mère, Vivi versus Crocodile, etc., etc.
Mihawk aurait donc de la même manière le rôle du personnage ayant un contentieux avec le boss principal de l'arc, et seul le fils sera en mesure de le battre car le shogun détiendrait un pouvoir ou une chose qui ferait que Mihawk ne puisse pas le vaincre malgré sa puissance. Mais cela expliquerait également pourquoi Joraki serait si solitaire à travers le fait que Tadanaga fut rejeté et condamné à mort par son frère le shogun. Mais continuons l'histoire de Tadanaga et le lien de l'enseignement du sabre ultime. Tadanaga avait, comme beaucoup de seigneurs de l'époque Edo, reçu un Mankyo Kaiden, dit de loyauté, c'est-à-dire que son instructeur officiel, un maître du Itoryu en l'occurrence, c'est-à-dire technique à un sabre, lui avait imparti les secrets de son école, sans prendre en compte l'habilité réelle ou imaginaire de son liege. Des enseignements martiaux équivalaient à des secrets militaires et professionnels. Il est vraisemblable que Tadanaga, enfant gâté dans l'impossibilité de trouver des ennemis à trucider sur le champ de bataille, se soit livré à des exactions sur des gens de statut social inférieur, jusqu'à ce que le shogun Iemitsu en prenne connaissance, et scandalisé, prenne le parti d'étouffer l'affaire dans le sang. On sait qu'Iemitsu lui aussi avait une obsession pour le Kenjutsu. Pour comprendre, il va donc falloir vous expliquer ce qu'est le Mankyo Kaiden, l'enseignement qu'a reçu Tadanaga, et le Kenjutsu, l'obsession du shogun Iemitsu. Tout d'abord, la définition de ce qu'est le Kenjutsu. Le Kenjutsu, aussi appelé littéralement technique du sabre, est l'art du sabre des samouraïs. Il appartient aux anciens arts martiaux japonais, enseignés par le grand maître ou les enseignants ayant reçu l'autorisation de ce dernier. Il est justifié d'établir que le Kenjutsu véhicule l'étude de la voie du sabre, transmis dans des textes de haute volée spirituelle. Mais nous y reviendrons en détail dans une autre théorie. Dans le Kenjutsu, il existe ce qu'on appelle l'enseignement double, comprenant ainsi le mot Mankyo Kaiden. Définition du Mankyo Kaiden. C'est le plus haut niveau dans l'autorisation d'enseigner la technique et l'esprit d'un art martial japonais classique, remise par le maître d'une école à son ou ses élèves les plus proches et avancés. Il était considéré comme l'attestation de la transmission ultime, marque de l'héritage technique et spirituel, et faisait entrer les élus dans la généalogie officielle des maîtres de l'école. Le système reprend cette disposition au niveau du titre Hanshi, équivalent à la connaissance et à la maîtrise absolue. Il est déduit qu'il existe deux niveaux d'enseignement. Ce qui est accessible au plus grand nombre est nommé exotérique. Et ce qui est supposé transmis aux avancés, que l'on désigne par ésotérique. La connaissance de ces deux versants signait la maîtrise de la transmission, c'est-à-dire que la dimension spirituelle apparaît après la maîtrise physique du sabre, d'où un lien plus marqué entre spiritualité et technique plus avancée. La partie ésotérique se résume donc à la plus haute spiritualité à rechercher dans les exercices les plus simples et non dans les raffinements les plus complexes. Faisons ainsi rappeler l'enseignement des techniques de Zoro par son maître Koichiro, comme nous avons pu le voir durant son combat face à Mr. One par exemple. Une prise de conscience spirituelle a donc été faite, ce qui a permis à Zoro d'améliorer ses capacités au combat. C'est le travail lui-même sur le sabre et sur soi qui révèle, au fil des décennies avec l'appui du maître et des anciens, la portée technique et philosophique de l'art. Cette dimension doit se révéler soit d'elle-même dans l'étude sans mot dire, soit parce que l'école refuse la nécessité d'aborder le domaine des dieux. Ici, c'est exactement ce qu'a appris Tadanaga. Si nous considérons donc que Mihawk est ce personnage, cela pourrait expliquer le haut niveau de Mihawk et comprendre comment il est parvenu à devenir le plus grand épéiste au monde. De plus, Œil de Faucon utilise également le style Itoryu, dans lequel Tadanaga excelle. Maintenant, il faut savoir que dans le Mankyo Kaiden, il existe un style bien particulier. Le style à deux sabres. L'école Iyo Nitanichi Ryu, école donc du Kenjutsu, littéralement école de la stratégie des deux ciels comme une terre, est héritière du légendaire Miyamoto Musashi. Retenez bien ce nom, c'est un grand personnage dont on reparlera prochainement dans les théories. Sa particularité est d'enseigner le maniement des deux sabres Nito, Katana et Wakizashi simultanément. Plusieurs autres noms trop complexes à prononcer possèdent eux aussi leur kata à deux sabres. Musashi nomma cette école Niten Ichi, deux ciels en un, ou Nito Ichi, deux sabres en un. Elle est connue en tant qu'école de Kenjutsu. La fameuse technique ultime à deux sabres donnée par l'une des figures emblématiques du Japon et le plus célèbre bretteur de l'histoire du pays pourrait être une parfaite connexion avec le fait que dans le chapitre 919 de One Piece, on y voit une figuration d'Orochi utilisant la technique à deux sabres. De plus, cela fait un lien direct au fait que Iemitsu, identifié comme pouvant être Orochi du coup, était justement passionné par le Kenjutsu. Pour résumer, il est donc possible que Iemitsu soit bel et bien le shogun et Mihawk, son frère. Maintenant que vous avez compris l'histoire de l'époque Edo, cela va nous permettre enfin de comprendre la cause du saut dans le temps de Wano. Partie 5. Retour vers le futur, le lien avec Luffy. Le début de l'isolement du Japon, la rébellion de Shimabara. Ah non, putain, si je peux pas. je vais pas y arriver, nos chattes. Attends.
Je vais pas y arriver. Putain, on est qu'à la page 1, putain, c'est pas possible. À l'époque Edo, les fermiers, très pauvres, étaient taxés. Tout d'abord, on peut noter bien évidemment le lien de la sécheresse à celle du potager. Je peux pas. Non, tu sais que quand il y a des S, j'arrive pas. C'est pas possible. Je peux pas, je peux pas. Tu veux que je mette... J'arrive plus à parler. T'as remarqué? Attends, je te capte.